Just before we begin the afternoon session, we've probably seen this on our tables, something about reforming TVET systems in Tunisia. A little bit of background, there was an assessment that was done last year, and I think this came up yesterday. It was presented yesterday by, I think, Nicholas. There was an assessment that was done in Tunisia last year by the AUC and FHI 360 in collaboration with the ministry in Tunisia, Ministry for Vocational Training in Tunisia, on the TVET systems in the country. Tomorrow, there is going to be an event that looks at the results of this assessment. This is to kindly request anyone who is interested in looking at this to attend the presentation of the results from the assessment tomorrow. It will hold at Hotel Paris Concorde from 11 to 2. It's going to be very quick. It's a walk-in meeting, and it's on the way to the airport. So if you're looking to catch an afternoon flight, you can stop over before you go to the airport. Please, if you're interested, confirm your attendance to the organizers. There's this sheet on our tables, and there's an email address there. Please kindly confirm your attendance to the organizers so they can make adequate preparation for you. This afternoon, we'll start our session by looking at life skills and citizenship education. How can we guide young people to make the right decisions? How can we help them to learn skills that are often called the soft skills, the ones that help them be effective in the job market? To lead the session, I am going to invite Fares Mabrouk. He is the Managing Director of Impact Partner, and he will be introducing the panelists and moderating the session. Hello everyone. Bonjour. Très heureux d'être avec vous dans cette discussion, première discussion après déjeuner. C'est jamais facile. Mais je crois que le sujet est tellement intéressant, tellement important que nous allons pouvoir bien échanger et avancer. Mon nom est Fares Mabrouk. Je dirige un fonds d'investissement qui se consacre à l'économie du savoir, aux entreprises et aux projets en rapport avec l'emploi et l'employabilité. Avant de rentrer à Impact Partner, j'ai été enseignant universitaire. Avant cela, j'ai travaillé dans l'administration, j'étais entrepreneur et j'avais commencé par travailler dans la banque. Donc tout au long de ce parcours, j'ai connu plusieurs transitions. Je lisais dernièrement une étude qui disait que les jeunes, je parle de ma fille qui a 17 ans, lorsqu'elle va avoir le bac, elle va commencer à travailler, elle va connaître une vingtaine de transitions dans sa vie. 20 fois, elle va devoir passer d'une entreprise à une autre, avec des pauses, avec des périodes où elle va devoir s'adapter. La question de savoir, est-ce que l'école d'aujourd'hui prépare nos enfants à ce nouveau monde de travail? Un monde de travail qui est beaucoup plus exigeant, qui demande des compétences différentes de celles que nous avons eues par le passé. Et le sujet, le thème de cette discussion aujourd'hui. Tout récemment, il y a quelques mois, la Banque mondiale, avec EY en Tunisie, ont fait une étude et ils ont déterminé qu'il y avait 24 000 personnes diplômées qui étaient piégés entre l'offre et la demande. C'est-à-dire qu'ils étaient diplômés, mais qu'ils ne pouvaient pas trouver d'emploi, non pas parce qu'il n'y avait pas d'offre d'emploi, mais parce que les entreprises tunisiennes trouvaient qu'il leur manquait des compétences clés pour pouvoir les intégrer. 24 000. 24 000 dans cette zone entre demande et offre. Et le monde d'aujourd'hui, en tout cas l'université ou la faculté d'aujourd'hui, ne leur permet pas de trouver, d'être préparés à ce nouveau monde du travail qui évolue. Aujourd'hui, je suis très heureux de modérer cette discussion autour des compétences de vie, life skills. J'ai le plaisir d'appeler et de recevoir Madame Janet Fourla,
conseiller régional en éducation au bureau régional de l'UNICEF pour la région MENA. J'ai le plaisir d'appeler et de recevoir Madame Inge Verloosem, qui est également à l'UNICEF, bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest et pour le Centre. J'ai le plaisir d'appeler M. Abdelmoujib Mrabet du ministère de l'Éducation marocain et M. Pierre Lucante de la GIZ. Nous allons à présent présenter les travaux ou les conclusions de nos panélistes pendant 8 minutes. Chacun va prendre la parole. Suite à quoi nous allons faire un premier échange et nous allons essayer de garder du temps pour les discussions avec vous. Et je pense que ce sera la partie à laquelle on va consacrer du temps et qui sera certainement, en tout cas, la plus riche. Janet, you want to start? Merci. Good afternoon. Well, we have talked a lot over the last 2 days, and one thing which came out very strongly is the need of the sensation that we need to do something about reforming or changing our education system, to rethink what we learn and also how we learn. And why? Because to address the apparent disconnects between what we learn at school and what we need to advance in life, not only in terms of finding a decent job, but also to address the challenges today's world is facing in terms of social cohesion and the need to prepare our children and youth for the unknown future. The numbers we have seen yesterday, we discussed the high youth employment. For example, in North Africa, it's known to have the highest youth unemployment between 15 and 24 years old of around 30%. The low learning outcomes. The TIMSS results show that many of the countries in Africa remain under the lower achievers. So that's why UNICEF initiated a debate in the MENA region, or North Africa and Middle East, around the development of a holistic, lifelong, rights-based vision of education that aims to maximize the potential of all children and youth. This debate involved the ministers of education of the MENA region countries, regional partners such as the ILO, UNESCO, World Bank, and other UN organizations, NGOs, academics, to build on what is happening now in the region around this issue and to reflect on what should happen in the future. In November 2017, there was a conceptual and programmatic framework of life skills and citizen education was launched, and this framework aims to guide programming at the country level in order to address the key issues of what we should learn and how this learning should take place. The debate concentrated very much in first place on what to learn, what skills to learn. What skills would foster a new generation that is resilient, shares responsibility, to skill conflict, discrimination, violence, and is prepared for positive engagement in lifelong learning and work. This was not an easy debate, as you can imagine, because every skill has another meaning for every of the participants. But in the end, 4 domains were identified on which we should focus. First of all, skills that should aim to enhance further learning, so skills that allow children and youth to know how to learn for future purposes, skills that focus on employability, how to prepare them for the world of work, skills that focus on building resilience and empowerment, and finally, skills that promote active and positive citizenships. This is not new, those skills. They are very much already reflected and aligned with what already reflected in the Delors report, which came out in 1996. Learning to know, learning to do, learning to be, and learning to live together.
Very important to notice that this is not an exhaustive number of skills. And each of the skills which are reflected here have a number of subset skills, which underpinning each and every core skill that has been identified. Secondly, the skills are interrelated in terms of domain. For example, you need to be creative to be able to learn for further learning, to engage in further learning, but that also applies for employability. Communication is part of personal empowerment, but also necessary to learn to live together or even to learn to know. So it's about an interrelationship of different skills. So how are we going to learn, and how do we acquire those life skills? Besides the discussion on what life skills should we focus on, there was a discussion on how are we going to promote acquisition of those life skills. And we can look at, identify 4 different dimensions. First of all, it's about learning and teaching. It's important that while we promote the life skills as a core of the new learning agenda, this is not about replacing foundation skills or replacing technical skills. Life skills should not be considered as a new subject. It's about reinforcing what we want to teach into our schools. So it's much more about how to teach rather than what to teach. So this is one important aspect. The second aspect is about systems. If we want to promote the acquisition of life skills, we also need to change our systems. We need to address the reform of the curriculum, our teacher training. We need to address also how we assess our students. And also we need to look at how we can actually link different formats, different levels, and make sure there is a transition from between different levels of education. This brings me to the third dimension, which is promoting learning through multiple pathways. Learning does not only take place in schools. In some countries, children only spend maybe 3 or 4 hours per day in school. And even in other countries where they spend much more time at school, they spend a lot of time behind television, iPads, etc. So we need to not be afraid of that, but actually foster that kind of experience and bring it all together. We need to look at alternatives on learning in workplace, etc., etc. That also then feeds into the need of systems to be open to that and to make sure that there is a way where we can actually switch between the different systems of learning. And the final point is about enabling environments at institutional levels. If you want to teach skills, we have to actually practice them as well. If we want children to be communicative, we need to communicate with them. If we want them to be innovative, we need to create space for them to be innovative. If we want them to be empowered or have empathy with others, we need to show empathy to them as well. So basically what we're looking at is creating open learning systems, or maybe in other words, an Uber of education systems, of education. But how do we get there from where we are now? As I said earlier, it's not a new discussion. It's rather a very old one. I think every generation is facing the same discussion. And we have seen that change is relatively low. So there are 2 issues very important to consider. One is that, and I liked yesterday there was a reference made that if you want to move forward, we have to have a 20, 30, 50 approach. But at the same time, we need to realize that the past and the present and the future is different for each of us. So we need to take that in consideration. And education specifically, education is not value-free. So that makes it more complex and maybe more education system more resistant to change. So if we want to move forward, we need to build on what we have at the moment, where we are at the moment. We need to find the right entry point. We do not have to address everything at the same time. We need to teach what we preach. And we need benefit. There are many opportunities we can benefit from, for example, new technologies.
We need to foster partnership. We don't need to do it alone, or as an individual or as an institution. There are different initiatives going on, and we need to build on that. We harness innovation and creativity. But at the same time, it's very important when we move towards an Uber education, not to forget that we need to focus on those who may not have access to Uber because there is no Uber or because they cannot afford Uber. At the same time, it's important that even if we move that way, that we do not, that we ensure that it is accompanied by recognition of learning, so that we do not close ways forward. As long as education system, higher education system, and even formal working place require certain certification, we need to address that if we promote alternatives to learning. Thank you very much. Yeah, thank you. One question on the recognition of these skills. How how can we, implement a system where you can recognize the capacity of a person to master, or at least to have these soft skills? Are there any ways to do it? Well, this is a very difficult issue, of course. But yesterday in the meeting, I think we heard the example of ACT. And that, I think, is a good example we should reflect on and see whether it's applicable. It's about assessing skills, wherever they are learned, whether they were learned in schools or in the working environment or through any other means, and to see how we can, put a kind of a label on that. So this person has the capability to go in certain labor market positions or not. So I think that was a very good example, and maybe we should build on that and explore it and also apply that not just to technical skills, but also to soft skills. Thank you. Thank you. First, Inge, do you want to? Yeah, thank you. Good afternoon, everybody. I would like to present to you a study that we did on mapping of life skills in West and Central Africa. But I would like to start with a quiz. Yesterday and today, we've been talking a lot about creativity. So let's see how creativity evolves throughout the education system. There was a test that was developed by NASA to test creativity, and that it was then tested on school children. And what they saw was, between the 4 and 5 years old, the kids had 98% of creativity. What do you think for the 10-year-olds? What is the percentage? What do you think? Please shout it out for what do you think? 50, 80, 30%. So imagine 5 years later, 15-year-olds, what do you think? 12. And as adults, let me not ask you, but surprise you, 2%. So really, what happened? According to George Land, the gentleman who was conducting the study, we have the ability to actually reach 98% of our creativity. And it's all about how we use our brain. So they came up with a theory, convergent and divergent thinking. Divergent thinking is using your imagination, and it's used for generating new possibilities. And it uses a different part of the brain than convergent thinking, which is judging, deciding, testing, criticizing. So if we would use divergent thinking, it's really an accelerator, versus convergent thinking, which breaks the efforts. So if we can integrate that in our education system, and that's where the link with life skills comes, I think we would really accelerate our process, our progress. So here we are. This is the framework that Jeanette just presented. And because we think that life skills are so important in West and Central Africa, we did a mapping, not really a mapping of the initiatives, but a mapping of how is the education system implementing life skills, so more on a systemic level. We got in touch, or the consultant got in touch
with the Ministry of Education officials and with the UNICEF Chief of Education. And what did we learn? First, on the level of vision and definitions and coordination, we saw that the creation of the vision, so really what is the bigger picture, what is the vision, what do we want to attain with life skills is often overlooked. And often people would start with small initiative rather than really saying what do we want to achieve. There were only 9 out of the 24 countries, so Western Central Africa contains 24 countries. Out of those, only 9 used a conceptual framework, and if they used one, it was often the one of UNICEF or WHO. The ones who are implementing life skills education are already integrating it in the curricula, in the teacher guides, in manuals, and also several textbooks have been developed. In terms of coordination, we've seen that very little coordination is happening. So often it are small players that are doing something, or the Ministry of Education, but not a lot of coordination is happening at the moment. What were the life skills education most prevailing subjects? We see citizenship education as the prime. So in 87% of the 24 countries, citizenship education was prominent, and also health and peace education. On the lower side were ICT and career education. Where does this citizenship education, peace education, health come from? In our region, we had a lot of programs around peace building, a lot of programs to prevent HIV/AIDS. So those are the programs that started bringing life skills into the schools. These subjects, how are they related in terms of types of skills that we noticed in the region? The most prevailing ones, even at more than 90%, was respect for diversity and tolerance. So the most common skills that were promoted in the region, respect for diversity, civic engagement, self-awareness, self-management. But when we looked on the lower side, again, there were the types of skills for employability. For instance, job searching, organizational skills, and workplace safety. So this is something, if we really want to make the link with employability, this is one opportunity. When we conceptualize what life skills we want to integrate in the curriculum, we need to make sure that they're there right from the word go. How were they integrated, how were they implemented? And Janet has also already alluded to that. Multiple pathways. So it was formal education, also non-formal, post-basic, TVET, and tertiary. So it's really on all the levels, but what we noticed was that in the workplace and learning towards transition to the workplace, there were very little life skills at that level. The modalities integrated, the main modality is integrating it in the curricula. Some countries also chose to have it as a co-curricular activity. Finally, what we noticed is there is very little use of innovative methods. So no online or self-learning or blended learning. In Western Central Africa, that was really not present. One key component in every school is who? The teachers. So how about the capacity development programs? We've noted that for the basic training, basic education, pre-service and in-service were not that badly off. We had 84% pre-service training and 63% in-service training, where life skills were already part of the training. But when we look at TVET, it decreases. Non-formal education, it decreases even more. There is a caveat, though. It's not only, is there a capacity development program, it's also about what is the quality of this capacity development program. Because life skills are not the same skills as science or mathematics or language. It's not so much about knowledge, it's really about who are you being. So the colleague from FHI used the word to embody, and that's really what we want our teachers to do, to embody the life skills themselves
the life skills that they want to transfer. So also the approach in the teacher training needs to be very different than for just knowledge. And here I can really see a huge opportunity. Measurement. There is very little measurement happening at the moment of how life skills is implemented. And also there is not yet, there is very limited evidence about the link between life skills and measuring learning outcomes. So one of the advices that we give is when you start the process with life skills, immediately also think about the measurement so that you can map that out. Quickly, a few examples. In Democratic Republic of Congo, we have some promising practices in the DRC. You see, they're really a very systematic approach. There is a multi-stakeholder coordination framework for primary schools. They also developed a sound conceptual framework. They embedded it in the curriculum, and they developed learning materials. When we go to Senegal, there we see that it has really been integrated, life skills has really been integrated in the teacher training. Also a good concept has been developed, and there they already started evaluating the impact of life skills on learning outcomes, and they saw that it was positive. I'm going to skip this one because the time is almost up. So what are key recommendations? First one, build a vision to live into. What is the vision that you want to be pulled towards? So what are the life skills that you would really love to see in your citizens? Secondly, develop a conceptualization framework. So what we've seen was that skills towards employability were not well presented. So that's then the opportunity when you develop the framework to make sure that that is also integrated. Of course, coordination and partnership, then implementation approach, the multiple pathways and the multiple modalities. And how to improve implementation is really to have a systems approach. So it needs to be integrated in everything, in the training, in the curriculum delivery. And then finally, empowerment of the educators. Like I said, it's important that the educators embody the life skills themselves. So this is the opportunity to include personal development for the teachers in the teacher training. Thank you very much for your attention. Thank you. Yeah, thank you. One question about the opportunity you see for teaching behind life skills. What are the opportunities you see behind that? Thank you. So when I mentioned that for life skills, the teachers really need to embody those skills as well. Those are also skills that are similar to what they will need when they want to implement new pedagogics. So what we've seen, especially with digital learning, that teachers are very uncomfortable. They are uncomfortable with the fact that students often have more knowledge than they have. So their role is changing from the know-it-all towards a facilitator and a coach. And if we transform the teacher training, it's also the opportunity to include that. So the coaching, the mentoring skills and the leadership skills that are currently not well presented in teacher training, to include that as well. Because for me, they're very linked to embodying the life skills, embodying the role of a mentor and a coach. So I can see a synergy between those two types of skills. Excellent, thank you. San Moujib. Salam alaikum. Bon après-midi à vous tous. J'ai l'honneur de présenter devant vous une petite expérience du ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique concernant le projet personnel de l'élève à l'école primaire. Durant ces 2 jours, on parlait toujours de l'ère numérique avec ce qui va avec,
de changement au niveau du monde économique et par suite au niveau de l'ensemble des métiers qui peuvent apparaître, des nouveaux métiers et bien sûr des métiers qui peuvent résister encore à ce changement. Cela devient comment la question problématique de préparer les jeunes par le système éducatif à affronter ce changement et à pouvoir s'intégrer facilement dans un nouveau monde d'emploi devient de plus en plus un défi qui pèse lourd sur un système éducatif dans chaque pays. Donc, dans ce contexte, on a pensé que doter les élèves d'un esprit de projet personnel, d'avoir un projet, de savoir planifier son projet, de prendre des décisions d'une manière autonome, donc peut en partie répondre à cette problématique de préparation des jeunes. Donc en fait, le programme, il cible la dernière année de l'enseignement primaire, c'est la 6e année de l'enseignement primaire au niveau du système éducatif marocain. Comme j'ai dit, le défi, c'était de préparer à un âge précoce les élèves à faire des choix ultérieurs, des choix professionnels et par le biais donc des choix scolaires. L'objectif, tenant compte de la population qui est assez jeune, donc on s'est fixé comme objectif pour ce programme d'initier tout simplement les élèves à la notion de projet personnel qui est en quelque sorte une manière de penser à leur avenir d'une manière réfléchie. Donc le dispositif, le programme couvre 3 dimensions essentielles. Donc c'est tout d'abord la connaissance de soi, partant que chaque individu d'aujourd'hui n'est pas la même personne de demain. Donc on est tous des variables, on change le jour, le lendemain. Donc connaître soi peut aider à prendre des décisions ultérieures. Connaître l'environnement aussi professionnel et bien sûr connaître aussi l'offre de formation qui est présentée dans un contexte éducatif et formatif donné. Donc le programme propose des activités pédagogiques en nombre de 11 à faire animer par les enseignants. Il est disponible en document, un livret destiné à l'élève et un guide pour l'animateur. Relativement aux habilités de vie qui sont ciblées par le programme, on ne peut pas dire que le programme à ce niveau va faire acquérir l'ensemble des habilités de vie, mais à un niveau élémentaire. On commence à initier les élèves à certaines habilités de vie, entre autres, c'est l'autonomie, c'est la prise de décision, c'est la pensée critique, c'est la communication, le sens de responsabilité, etc. Donc le dispositif comme méthodologie d'élaboration a été structurée en 4 phases essentielles. Il y avait l'élaboration d'une première version par des experts en orientation. Cette version a été soumise à une expérimentation très réduite au niveau de 4 écoles primaires au niveau d'une région au Maroc. Puis on est passé à un élargissement de l'expérimentation touchant environ une centaine d'écoles sur 3 régions pour mesurer un peu l'impact de la variable géographique sur le dispositif et finalement une phase de réajustement. Ce que je peux qualifier de point fort de cette méthodologie, c'était l'adoption de l'approche participative. L'ensemble des enseignants, des directeurs, des conseillers en orientation se sont mis ensemble pour élaborer ce dispositif. Donc c'est une expertise 100% interne au ministère. Quelques moments de l'expérience en photo. Donc, puisqu'on cible les enseignants de l'enseignement primaire pour faire animer ces activités aux élèves de la 6e année. Donc, ils ne sont pas formés une formation de base sur des thématiques concernant l'orientation, ni l'ouverture sur les métiers. Donc, il fallait tout d'abord commencer l'expérimentation par la formation de ces acteurs. 3 moments clés de cette formation qui s'étalaient en principe en 3 ou 4 jours de formation. Et il y avait des cadrages théoriques nécessaires. Il y avait des moments où les participants se penchaient dans des ateliers sur l'analyse du dispositif en fin d'une appropriation de son contenu. Et il y avait aussi, puisqu'on parle de l'animation des activités et pas la méthode traditionnelle de faire enseigner un cours classique, il fallait aussi les former dans des techniques d'animation, comment peut-on animer ces activités. Il y avait une simulation, le formateur il anime une activité modèle avec les élèves en présence des enseignants qui sont concernés par la formation.
Le travail des élèves, il est toujours dans l'ensemble des activités, c'est un travail en groupe. Ici, on cible davantage la compétence travail en groupe, l'apprentissage collaboratif et le dispositif tenant compte de la problématique des métiers, de l'emploi. Donc, on les initie à s'ouvrir davantage sur l'environnement professionnel. Ici, on voit quelques exemples d'activités qui ont été réalisées avec les élèves. On voit des visites pour des milieux professionnels. On voit ici en photo les élèves qui ont visité une caserne de la protection civile et ils entrent en discussion avec l'ensemble des professionnels qui y travaillent. Ici, deuxième photo, c'était une visite pour un centre hospitalier et on a marié cette activité avec un jeu de rôle professionnel. Ici, on voit une élève qui joue le rôle du médecin et une autre d'un malade avec tout le matériel disponible dans les dispensaires. Il y a une autre, on accueille des professionnels au niveau de l'établissement, des classes, et les élèves interagissent avec ce professionnel pour connaître davantage son métier. L'ouverture aussi sur le monde d'entreprise pour essayer un peu d'inculquer dès ce jeune âge la culture d'entreprise. Les élèves essaient de chercher dans leur entourage un entrepreneur et ils prennent contact avec lui pour l'inviter à présenter son entreprise, ses tâches au sein de l'école. Ici, on voit qu'une élève, c'est la modératrice de cette séance, il est animé par une élève, et ici, on travaille avec les élèves pour les responsabiliser davantage pour tout ce qui est sens d'organisation. En termes d'évaluation, comme tout autre programme, donc on a procédé à l'évaluation. Donc les résultats, principalement, on a constaté un effet assez positif sur l'ensemble des acteurs, sur les élèves, sur les enseignants, sur aussi les directeurs d'établissement. Sur les élèves, on a constaté qu'ils sont davantage intéressés par leurs études, ils sont davantage intéressés par leur avenir, chose qui les a motivés à participer davantage dans les classes, à communiquer davantage, à prendre la parole devant le public, etc. Pour les enseignants, le programme leur a permis aussi de changer un peu leur pratique enseignante traditionnelle, en adoptant l'animation, le travail en groupe. Ils sont plus à l'écoute de leurs élèves et ils donnent la parole aux élèves, ils respectent leur opinion et ils les responsabilisent davantage dans leur apprentissage. Et pour les directeurs, ils sont plus ouverts sur l'environnement de l'école, chose qu'on souffre dans nos systèmes éducatifs. Donc l'école, il est isolé de son milieu extérieur. Donc ici, les directeurs sont davantage prêts à ouvrir l'établissement sur l'entourage, que ce soit professionnel ou entrepreneurial. Toutefois, chaque programme, bien sûr, il a des contraintes. Ici, on a noté certaines contraintes d'ordre institutionnel, notamment en ce qui concerne le temps scolaire, puisqu'il s'agit d'une innovation, d'un programme parallèle au programme scolaire. Donc on travaillait en dehors du temps scolaire officiel et le temps scolaire faisait défaut parfois. On ne trouvait pas de créneaux horaires pour faire animer les activités. Il y avait encore problème d'encombrement de certaines classes, chose qui ne permet pas de travailler autrement avec les élèves, autre que les rangées classiques des élèves. Donc le travail en groupe nécessite un aménagement spécial de la salle avec un effectif bien sûr qui devrait être réduit. Le bénévolat aussi des enseignants, puisqu'on travaille en dehors du temps scolaire, donc on comptait beaucoup sur le bénévolat des enseignants, chose qui n'a pas permis de cibler plus de classes et plus d'élèves, même si les élèves manifestent leur intérêt. Et le dispositif du programme aussi posait un problème, puisqu'il s'agit d'une version papier. Donc, et la question qui se posait, qui va démultiplier les copies à chaque fois qu'on essaie d'élargir, qui va prendre en charge ce dispositif, donc ça posait un problème. Donc, d'où la nécessité peut-être de passer à des versions numériques. En perspective, donc l'ensemble des évaluations qu'on a élaborées, donc une seule recommandation majeure qui a surgi donc, de l'ensemble des évaluations, c'est devoir intégrer, vu l'impact positif, donc on doit intégrer ce dispositif au niveau du programme scolaire, chose qu'on est en train maintenant de voir avec une direction chargée des curricula au niveau du ministère. La suite a donné un enseignement secondaire. Je disais au niveau primaire, donc c'est une initiation, et l'enseignement secondaire, c'est un approfondissement
de projets personnels. Et je remercie l'UNICEF par cette occasion d'avoir accompagné le ministère dans l'élaboration de plusieurs dispositifs qui vont dans ce sens d'appuyer les projets personnels des élèves pour mieux les préparer à avoir une vision concernant leur futur professionnel. Et merci. Voilà. Simrabat, merci, très intéressant. J'ai une question concernant la scalability d'un projet comme celui-ci. Comment demain il va toucher la majorité des enfants marocains, et j'espère tunisiens d'ailleurs. Est-ce que vous entrevoyez un rôle pour la société civile, pour le secteur privé, ou est-ce que c'est quelque chose qui doit rester dans le public avec peu d'ouverture sur le reste des acteurs? Effectivement, donc ici dans l'ensemble des dispositifs, on essaie d'ouvrir davantage l'école sur l'environnement, y compris les entreprises, que ce soit privées, les acteurs privés de tissus associatifs. Donc on a des associations qui travaillent aussi avec le ministère dans ce sens. Et pour l'ensemble, pour toucher le maximum, donc il faut tout d'abord intégrer l'ensemble des dispositifs au niveau des programmes scolaires. En dehors des programmes scolaires, je ne peux pas dire qu'on peut toucher la totalité des élèves, mais maintenant on a un chantier, une petite expérience qui a débuté suite au cadre référentiel élaboré par la région MENA, UNICEF MENA. Donc on est maintenant dans la première phase pour analyser les programmes scolaires au niveau du collège, l'ensemble des disciplines, des matières, et pour dégager les pistes d'intégration du spectre des 12 les compétences de vie qui sont présentées par Madame Janet. Donc maintenant, c'est un chantier qui est ouvert. On a plusieurs expériences avec d'autres partenaires. L'association, par exemple, je cite l'association INGES comme exemple. Donc INGES, c'est une association de professionnels. On a un partenariat avec cette association pour s'ouvrir sur le monde de l'entreprise sociale, tout ce qui est éducation financière, etc. Donc maintenant, il y a des activités qui se font au niveau de l'enseignement secondaire par des professionnels bénévoles qui interviennent au niveau des établissements avec des activités avec des élèves pour s'ouvrir davantage sur le monde de l'entreprise. Donc on est assez ouvert pour faire participer tout le monde au niveau du Maroc. Très bien, super. Monsieur Pierre Lucan de la GIZ. Merci. Tout d'abord, je tiens à présenter mes excuses à tous mes collègues et partenaires francophones parce que j'ai rédigé la présentation en anglais et donc je vais la faire en anglais. Et avec mon accent français, ça va mettre de toute façon un peu de piment à la présentation. So I wanted to tell you a bit about the Continental Framework on Career Guidance and Life Skills. To give you the context, this framework is a measure of the Human Resource, Science and Technology Department of the African Union Commission. So that's a framework from the HRST of the AU, which was developed as part of the AU theme of the year from last year, harnessing the demographic dividend through investment in youth, and of course within the framework of the Agenda 2063 for Africa. What it is, this framework is a strategic guide to develop national policies to integrate career guidance and life skills into national education and youth development systems in the member states of the African Union. Yesterday, a gentleman said, well, the problem in Africa is that there are not enough jobs. That's a problem of demand. We can do whatever. We need more jobs, so we need to focus on private sector development. I think that's true, but that's also true that there are some mismatch, some lacked opportunity, because there's a lack of information, because sometimes you're missing that to get a job or not to
to get into the labor market. So you need to put some oil on the working on the friction to avoid the friction between the educational system and the labor market. And this oil is then the career guidance and life skills. That allow for individuals to realize their aspiration skills and future career planning and support the transition from education or from vocational training to entrepreneurship or to employment. Definitions of career guidance and life skills that we used in the framework. So the career guidance are services and activities to assist individuals to make education, training, and occupational choices, and to manage their careers. So a process of services, activities to support individual. And life skills, I mean, my colleagues from UNICEF can explain that better than I, because in the framework we use the definition of the UNICEF, but basically that's a set of skills, cognitive skills to make decisions, to analyze the situation, personal skills to manage oneself, and interpersonal skills that enable individuals to deal effectively with the demand and challenges of everyday life. Why did we put them together, career guidance and life skills? Because we think that they have to go hand in hand in order to improve the career discovery path. Career discovery path means first self-understanding, then understanding the world of work, develop career alternatives, and then prepare for your career. All these steps needs services and activities, a career guidance, and need some life skills, some content for the career guidance. So they go hand in hand. In terms of elaboration process, as I said, the measure is a measure of the African Union Commission, and they ask us to elaborate these guidelines this framework based on the UMatch process. UMatch is a global initiative on employment promotion services for youth in Middle East and Africa, and we are working with different working groups. So there are working groups on if you want, data collection, LMIS. There are working group on life skills and career guidance, and this working group on life skills and career guidance got officials and members of the private sector and civil society of different countries meeting together and elaborating these guidelines. They did also case studies in 4 countries, in the 4 sub-regions, and that's Egypt, Nigeria, South Africa, and Rwanda. Use them as case study because they already developed then life skills and career guidance programs. And based on these case studies, they came up with a few lessons learned. First of all, saying that what's very important is to have a partnership between government, educational and training institution, private sector, and the civil society to develop this type of framework. That it was important, and that's also, we discussed about that today and yesterday, on the role of ICT to reach marginal group of youth in particular, and include gender policy consideration. So based on the framework, we came up with a few, on the case study, we came up with a few recommendations. I will not go through them in detail, but, and we can share the draft framework afterwards with you all, but a few recommendations would be for the member states of the African Union to issue policy and legislation on career guidance and life skills, to, and that's very important, set up national dialogue structures that are multi-stakeholders structures, and I think on a lot of the recommendations you will see that it fits with the recommendation of the UNICEF as well, the national dialogue structure in order to implement this policy and to strengthen equally the local actors and stakeholders in order to adapt it to the local level. We discussed also yesterday about the need to have data on labor market
And there we see that there's a need, as part of this career guidance framework, to support the collection of subnational labor market data and integrate then the career guidance and life skills in all education system, at least secondary, TVET and university. And in terms of institutional recommendation, we stress the importance of conducting sufficient capacity building to deliver career guidance and life skills, and to set up a structure, multi-actor, multi-stakeholder dialogue. It's important to have a platform, but it's also important to moderate this platform and to run this platform in order to reach results. And it's also important to set up local structure for the delivery of career guidance and life skills for the non-formal and the informal economy, and in particular, as I said before, for the most marginalized groups. Okay, that's again, in a nutshell, the framework, and as I say, we can share it with you all, and we'll be happy to have a comment on them. But from my side and from the UMatch network side, I would like to thank you for your attention. Thank you. Merci Pierre. Une question concernant le rôle du local, c'est-à-dire des organisations locales dans la mise en place de systèmes que vous préconisez. Quel est le rôle que vous voyez soit les pouvoirs publics, soit les ministères, soit les NGOs, et à quel point ces NGO locales sont prêtes aujourd'hui à assumer ce rôle? Je crois que c'est très important d'adopter ces mécanismes aux besoins du marché du travail. Et cette adaptation, à mon sens, a lieu au niveau local. Donc c'est au niveau de plateformes locales que les entreprises, la société civile, les acteurs publics peuvent se réunir pour vraiment adapter à la fois donc, les compétences et les systèmes de career guidance aux réalités locales. Je pense que c'est un complément nécessaire à ce qui sera fait au niveau national, au niveau politique national. J'ai une dernière question à nos panélistes avant de vous passer la parole. Nous avons beaucoup parlé de vision, nous avons parlé de compétences, nous avons parlé de construction de soi, que ce soit de l'élève, de l'enfant ou même de l'adulte. Toutes ces questions-là ne sont pas sont liées à l'identité, elles sont liées aux valeurs, aux questions de valeurs. Donc, est-ce qu'aujourd'hui vous voyez l'école se transformer? C'est-à-dire qu'aujourd'hui on n'est plus dans une école qui est neutre, en tout cas elle était neutre, non pas par rapport aux valeurs, mais par rapport aux questions identitaires, un minimum. Est-ce qu'aujourd'hui nous allons vers une école qui porte une nouvelle fonction, c'est de construire l'identité de l'enfant? Selon quel référentiel? Alors, y a-t-il aujourd'hui de nouvelles questions qui se posent par rapport à ces nouveaux référentiels de l'école de demain? Peut-être ça, moi, je pourrais commencer par vous. Merci. Donc, je pense que maintenant, l'école, indépendamment des normes qui existent déjà, donc on connaît des mutations au niveau de chaque société dans chacun des pays, donc il y a un changement des normes au niveau de la société. Donc l'école doit suivre normalement ce changement. Bien évidemment, chaque système éducatif a des références, donc il a ses propres bases de départ, donc y compris un référentiel des normes à faire véhiculer, à des valeurs à faire véhiculer par l'école. Même si parfois la société ne va pas avec, parce qu'il y a l'influence de plusieurs paramètres, tout ce qui est Internet, tout ce qui est télévision, donc on fait véhiculer un certain nombre de valeurs et des normes qui ne sont pas les nôtres. Donc l'école doit normalement garder une identité spécifique à chaque pays, tout en s'ouvrant davantage sur les cultures, les autres normes, mais sans toucher, je pense, l'identité de chaque pays, parce que chaque pays a ses vraies spécificités. Donc on a tendance peut-être à une école qui
qui prendra davantage un équilibre entre ce qui est international et ce qui est identitaire au niveau de chaque pays. Inge, you discussed the necessity of having a vision, right? Of how do we see this happen? I mean, and because when you talk about the vision, you talk about. Okay. Thank you. I think the vision is very important because that is what pulls you towards becoming. But to go back to your previous question about the neutre, yeah, I think one of the very important things is that we equip our children to bring out their own potential and not just to reflect the knowledge that has been given to them, but really to get in touch with who they truly are and generate from the inside out. So I don't necessarily agree that moving towards school where now we're putting the values on the child. I would prefer to have an education where a child actually stands on his or her own 2 feet, discovers who he or she wants to be in the world, and equip them to bring out their own potential. And yeah, thank you. Oui, alors sur la thématique de l'éducation, moi je viens d'un programme et de background qui est plutôt lié à promotion de l'emploi, plus que côté éducation. Et pour nous, ce qui est important, c'est d'adapter, c'est pas une question de valeur, mais adapter les besoins au marché du travail. Donc s'assurer que les jeunes qui sortent de l'école puissent avoir les compétences pour trouver un emploi. Donc c'est ça qui est pour nous important et c'est le rôle de YouMatch. Donc assurer ce matching avec le monde du travail. Très bien. Janet, you want to? Maybe just to add one small point, it's also about accepting that values are different for each and everybody. So the role of education is also to learn that the children need to respect diversity, that it brings out diversity, and that we respect that even if we come from a similar background, we may look at things and values in a very different way. So that's one of the life skills we want to promote as well. Thank you. Now we'll open the floor for discussion, for questions. Nadia Agherbi, ministère de l'Éducation, Tunisie. Bien que la question d'intégration des compétences de vie, donc vous m'excusez, je vais m'exprimer en français. Bien que l'intégration des compétences de vie est une question qui est toujours en actualité, surtout qu'elle touche le statut de quelques disciplines, par exemple les mathématiques, par exemple. Mais ma question, c'est plutôt vise la question de l'évaluation. Et c'est là la difficulté. Est-ce que parmi les expériences vécues dans différents systèmes d'exploitation, des systèmes éducatifs qui ont intégré les compétences de vie, il y a une expérience qui réussit à évaluer les compétences de vie? I think this is a new area we are going into. And we, at least within the context of this Life Skill initiative, we are now going to develop or testing an instrument to come up with an instrument that actually would test those kind of life skills. But I admit, I mean, this is a very important area, but it's also very difficult. So because of life skills may have different meaning, it's not like you have specific patterns like if you test mathematics skills or whatever that you can actually benchmark. For life skill, because it is related to certain values and other things, it's difficult to introduce these kind of benchmark. So yes, this is a very new area, but we are moving into that. I think that the colleague from Morocco is already having some experience. We have the experience from ACT, so there are other experience around the world. So yes, we're working on that. Bonsoir, je suis Diallo Cheikh.
Désolé, je vais parler en français. Voilà donc. Alors, j'aime bien cette initiative du Maroc, celle d'initier les cours à la citoyenneté à l'école, parce que c'est l'une des choses que je précise, c'est une contribution, c'est pas une question. Donc, c'est l'une des choses qui manque à notre système éducatif en Afrique en général, parce que on est très souvent focalisé sur la théorie, et il est important d'ajouter les fondamentaux, c'est-à-dire l'engagement citoyen. Plusieurs élèves de nos jours finissent le secondaire ou finissent leurs études sans savoir réellement ce qu'ils veulent faire de la vie. Et même ceux qui le savent sont généralement très mal orientés. Aujourd'hui, vous pouvez voir un élève qui est académiquement excellent, il est vraiment fort en mathématiques, en histoire géo, tout, mais c'est vraiment difficile pour lui de mener une réflexion digne d'un élève de son niveau. Voilà, cet élève-là, généralement, quand il sort, on se plaint généralement qu'il n'est pas excellent, il n'est pas bien. C'est juste parce qu'on s'est focalisé sur les mathématiques, les sciences, la littérature, sans prendre en compte, sans développer la personne même de l'élève. Donc, aujourd'hui, ce qui fait la force du système coréen, c'est ça, l'engagement citoyen. Et je pense que ça doit être enseigné dans nos différentes universités comme une matière à part entière, comme l'histoire géo, les mathématiques et autres. Parce que l'école doit normalement jouer un rôle humanitaire. L'école doit former, pas former pour sortir avec des connaissances basiques, des connaissances en maths, des connaissances en histoire géo, mais l'école doit former la personne humaine. Merci. Merci. Je vais construire sur la question, juste une question à nos panélistes par rapport à parce que ce que vous dites est très, très intéressant. Certes, l'école prépare en fait à la vie professionnelle, mais comme je le disais au début de mon intervention, aujourd'hui on change de plus en plus tout au long de notre carrière de métier, d'entreprise. Et donc, une fois qu'on est sorti de l'école, qu'est-ce qui arrive plus tard? Quels sont les environnements que nous allons offrir pour permettre aux gens de vivre ces transitions, professionnelles ou pas, ou même personnelles. Donc les soft skills, il y a une demande au niveau de l'école, de l'université, mais il y a également des demandes tout au long de la vie. Vous avez des exemples, des réponses à ce type de demandes, de besoins de la société? As adults, when we really want to grow, what do? We go to a coach to get mentoring, to get advice to really reflect on the way we think and the way we stand in life and to progress in life. So what we advocate for is to get those skills also in the education sector. So imagine being in secondary school and being empowered in all those skills that it takes to be flexible in life, to stand your own ground, to really create a life that you love living. And I think it are those skills that are becoming increasingly important, exactly because, like you said, we're not getting out of school anymore and have one job for the rest of our lives. We need to be flexible, we need to adjust, we need to be able to work in teams, to collaborate. So it are exactly those skills that now often as adults we get in the workplace or we get through coaching, etc., that we need to already introduce in the education system. Yeah, we're going to take maybe one or two last. Yes, please, ma'am. Merci. À mon sens, c'est à l'école et à l'enseignant, au curricula aussi, de répondre aux besoins de l'élève. Parce que l'élève, actuellement, est en train il a développé
ces soft skills. Il est en train d'aller sur Internet, il collabore, il travaille en groupe, il communique. Donc, l'élève est en train de se transformer à un rythme beaucoup plus rapide que les systèmes éducatifs. Donc, développer les soft skills, à mon sens, ce n'est pas un besoin de l'école qu'elle va donner à l'élève, c'est plutôt une obligation que l'élève donne à l'école, et elle a intérêt à réagir vite, sinon l'élève va quitter l'école carrément et il va aller chercher autre part ce dont il a besoin. Parfait. Merci. Merci. Monsieur, je crois que vous avez une question. Bonjour tout le monde. Je salue d'abord l'importance du thème qui, quand même par rapport à nos pays aujourd'hui, soulève une question très importante. Ailleurs, on parle de protectionnisme, d'isolationnisme. Bon, c'est peut-être parce qu'on a trop usé de la citoyenneté, parfois, je le dis. Mais c'est quand même quelque chose qu'on a à cultiver en Afrique. Parce que tous les problèmes de gestion qu'on connaît dans les entreprises, dans le monde politique, tous ces problèmes de gestion, pour moi, c'est dû principalement à un manque de citoyenneté. Je ne sais pas comment on peut le dire. Parce que généralement, quand on sort et qu'on est à la recherche de l'emploi, comme le dit monsieur le modérateur, on a deux voies. Soit on va rechercher du travail, soit on va en créer. C'est un peu ceux qui sont les leaders de leur génération. Ceux qui sont tentés de créer, c'est le second exemple que je vais prendre, ceux qui sont tentés de créer des entreprises, ceux qui vont devenir des entrepreneurs, ceux-là, s'ils n'ont pas suffisamment de citoyenneté, bon, c'est vraiment pas du tout bon pour le pays, ni pour les entreprises qu'ils vont créer. Je pense que je ne vais pas être long, mais c'est quand même très important le sujet que vous avez soulevé, et ça mérite quand même beaucoup d'applaudissements quand vous aurez fini, quoi. Merci. Ben, on a le temps de prendre encore une dernière question. Oui, monsieur, là, et on va prendre de la foulée une autre question, et puis on va conclure les réponses sur ces deux questions. Please. Merci, monsieur. C'est plutôt moi une contribution. Donc, on parle de la citoyenneté. Normalement, ce sont les curricula qui doivent régler ce problème. À l'école, on doit faire nos curricula, nos politiques éducatives pour qu'à la fin, on obtienne l'homme qu'on veut, l'homme de développement. Et le problème maintenant, c'est que nos curricula sont figés. Or, les curricula doivent être dynamiques, doivent s'adapter à la réalité de la vie, pour que l'homme, l'élève qu'on va former, qui a le métier, doit être utile à la société et s'adapter à la vie de la société. Puisque si on reste figé avec nos curricula de 20 ans, 30 ans, ça ne répond plus aux exigences de la réalité de la vie, du marché du travail. Normalement, on doit repenser nos curricula en fonction du marché du travail et ça doit être dynamique, on doit les adapter à tout moment. Merci. C'est moi qui vous remercie. Une dernière question du monsieur. Thank you. I'm Mike Satosu from the African Union Commission. My question is around the area of incentives for people in the area of Tibet, people who have training not through the traditional education systems. We all agree here that this is one of the best solutions for employment in Africa. However, people are driven by what they get for their work. So young people are looking for what pays more. So if we want to really drive this forward, how much emphasis are we placing on the area of increasing the incentives for people who are working in these areas? For example, we could have the idea of pushing for a policy that says a government gives some tax waivers for people who set up businesses
which employ people in these areas. So how much emphasis are we placing on increasing the incentive for people who are trained not through the normal traditional systems that we know? Thank you. Merci pour cette question. Donc, je pense que le monde économique doit suivre aussi le changement dont on parle, de préparer les jeunes pour l'insertion professionnelle dans le marché du travail. Donc le marché du travail doit aussi coordonner avec les systèmes d'éducation-formation pour trouver des solutions pour mieux les intégrer. Je peux vous donner une expérience du Maroc. Donc on a au niveau du pays des politiques maintenant, plusieurs projets, plusieurs initiatives qui ont été prises par les autorités chargées de l'emploi pour tout ce qui est encouragement des entreprises, des petites et moyennes entreprises, de l'auto-emploi. Maintenant, on a des subventions financières, on a des exonérations sur quelques impôts pour les sociétés, on a des appuis techniques pour les nouvelles créations des entreprises. Donc, on a aussi baissé les exigences en termes de capital pour créer une entreprise à un niveau très bas. C'est à la portée presque de tout le monde s'il veut créer une petite entreprise. Donc, l'effort, il est là. Juste, il faut tout simplement mettre en place des mécanismes de coordination assez profonds entre tout ce qui est système éducatif, éducation, formation, et tout ce qui est aussi marché de l'emploi et système économique. Donc, pour bien préparer les jeunes, on devrait aussi œuvrer pour un changement de mentalité. Malheureusement, nos jeunes, lorsqu'ils sont dans un système d'éducation-formation, ils pensent toujours au fonctionnariat. Donc, c'est-à-dire avoir un job au niveau de la fonction publique, suivi comme salarié au niveau des entreprises. Et rares sont les personnes qui sont porteurs de projets, des innovations et qui sont prêts à créer leur entreprise après avoir obtenu leur diplôme. On avait aujourd'hui, ce matin, je pense, ou hier, donc le cas du jeune ingénieur qui a déjà, juste après la formation, il a créé sa propre entreprise. On aspire à avoir beaucoup de sortants du système éducation-formation qui seront orientés vers la création des entreprises, et les politiques de l'État, au moins au Maroc, donc il encourage davantage la création des entreprises dans ce sens. Maybe also to link onto the incentives and linking it to the observation that was made by the lady. I think we don't have a choice. I mean, the fact that our own children are catching up with us, I mean, they know more about many things than we do. There's no way out. We need to change our education system. We haven't really changed our education system over the last maybe 100 years. So there is no way out, and that would be the incentives to make the change, because otherwise the young people will lose interest in our education system. They will find other ways to enhance their knowledge, to enhance their skills. But the key question is indeed how can we as a system respond to that and take that one on as a challenge? How do we foster the different skills they want to learn, etc.? How do they get, because at the same time we have all this different information, different opportunities and so on. How do we guide our young children and adolescents into this process? Oui, je voulais juste rebondir par rapport à la question que vous posiez tout à l'heure, également sur l'évolution des carrières, le fait qu'il y a un besoin de compétences de vie, également non pas uniquement après une formation initiale, mais tout au long de la carrière. Et je crois que c'est important qu'il ne faut pas oublier le rôle des services de l'emploi, des services de promotion de l'emploi, que ce soit le service public de l'emploi, qui doivent également être capables d'offrir ces services d'orientation professionnelle, bien sûr, mais également de compétences de vie. Mais que ce soit le service public, mais aussi, donc là, c'est une expérience que nous avons fait au Maroc, en milieu rural. Nous avions mis en place un réseau d'ONG qui font un accompagnement de proximité des jeunes ruraux
qui leur offre cet accompagnement, que ce soit en termes de compétences de vie, en termes d'accompagnement entrepreneurial. Et je crois que c'est vraiment très important, en particulier pour les groupes marginalisés, d'avoir ces relais locaux qui puissent offrir ce type de service aux jeunes tout au long de la vie, tout au long de leur carrière. Merci. Merci Pierre, merci à tout le monde, merci à nos panélistes pour cette discussion. Maintenant, on sait qu'il y a un challenge très, très important qui nous attend. Innover avec moins de 2% en tant qu'adulte de créativité, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Voilà, je voudrais vous remercier. On a pris un peu de retard, mille excuses pour les prochains qui vont monter sur scène. Et encore une fois, merci pour votre attention et merci aux panélistes.